Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. On vient d'entendre Jean-Yves Le Drian qui affirme que l'Europe n'est pas condamnée à l'impuissance. Il croit à une troisième voie entre la Chine et les États-Unis, la voie européenne. On va voir si c'est possible dans notre premier débat, notre première table ronde consacrée au nouveau rapport de force plus d'un an et demi après le début de la pandémie. Quel est le nouvel équilibre des forces? Pour en parler, des invités prestigieux, à commencer par Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Bernard Spitz, le président de la commission Europe et internationale du MEDEF, Laurence Nardon, chercheuse à l'IFRI, et Alexandre Orlov, ancien ambassadeur de Russie en France. Avant de leur donner la parole, je voudrais regarder d'un mot ce sondage de l'IFOP que nous avons réalisé pour cette REF Monde. Un sondage très intéressant puisque 6 Français sur 10 pensent déjà aujourd'hui que la Chine est devenue la plus grande puissance commerciale du monde. Et cela va continuer aux dépens des États-Unis, avec une petite chance pour l'Europe de reprendre du poids. Regardons ce sondage ensemble et surtout commentons-le. Hubert Védrine, est-ce que vous pensez que les Français ont tort? Est-ce que la bataille est jouée? Est-ce que le match du XXIe siècle est déjà perdu pour l'Amérique? Hubert Védrine? Oui, bonjour à tous. Ils ont tort de penser que le match est déjà réglé. Moi, je veux bien dire, j'ai trouvé d'ailleurs très remarquable l'intervention de Jean-Yves Le Drian, je le dis en commençant, mais il faut analyser les rapports de force. Donc, moi, je pense que les choses ne sont pas jouées. Donc, on ne peut pas dire on va contrebalancer la Chine, on va y arriver. Même du point de vue américain, je ne dirais pas ça. Mais on ne peut pas dire non plus que ça y est, la Chine a gagné. En fait, c'est un pugilat qui s'annonce. Il n'y a pas de communauté internationale, comme nous le savons tous ici. C'est une sorte d'affrontement, de foire d'empoigne. Nous avons déjà tout à fait différent. C'est un peu comme les gladiateurs romains. J'espère que l'issue sera meilleure, mais les gladiateurs romains avaient des armes tout à fait différentes. Les Occidentaux n'ont pas les mêmes armes que les Chinois. Les Chinois en ont d'autres. Les Européens sont dans une situation particulière. Et au total, je dirais non, ce n'est pas joué. Ce n'est pas joué. Nous avons encore beaucoup d'atouts. Alors, est-ce qu'on peut déjà considérer que tout ce qu'a dit Jean-Yves Le Drian, avec beaucoup de volontarisme et d'ambition et d'optimisme, est exact? Ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il reste à confirmer que les Européens, les autres, sont sur cette ligne, capables de combattre de façon intelligente et homogène. On a une séquence au mois de juin qui va être décisive, c'est la venue du président Biden au G7, à l'OTAN, rencontre avec les institutions européennes, et d'autre part avec le président Poutine. Et c'est là où on va voir si les Européens sont d'accord pour aborder la question en disant au président Biden, on est très content de pouvoir retravailler normalement avec des gens normaux. Ça, c'est la mise au point des positions communes. Voilà nos idées. Et pas simplement, on est derrière vous pour endiguer la Chine ou pour dissuader la Russie. Bon. Voilà nos idées, à nous, à partir desquelles on voudrait discuter. Donc j'espère que ça va être vrai dans quelques jours. Alors, Hubert Védrine, merci. Je vous propose de nous tourner vers la Russie, vers Saint-Pétersbourg, où nous attend Alexandre Orlov. Pour vous, Alexandre Orlov, monsieur l'ambassadeur, est-ce que le match est joué? Est-ce que la Chine a gagné? Ou est-ce que tout est à faire? Non, écoutez, d'abord, je voudrais vous saluer à l'heure du siège du dialogue de Trianon qui se trouve à Moscou. Moi, je suis encore à Moscou. Moi, je pars cet après-midi à Saint-Pétersbourg pour participer au forum économique. Alors, pour la compétition entre les États-Unis et la Chine, l'Europe, la Russie, je dirais que le match n'est jamais joué. Et je pense que chaque acteur, chaque participant a ses propres atouts. Et moi, je pense que les rencontres qu'on va avoir au mois de juin, la rencontre avec Biden et Poutine, la rencontre de Biden avec l'Union européenne, va justement nous donner un peu plus d'informations sur les perspectives qu'on peut avoir dans le proche avenir. Mais je ne pense pas que le match est joué. Alexandre Orlov, qu'est-ce que vous attendez justement de cette rencontre Biden-Poutine qui aura lieu à Genève? Est-ce que c'est une rencontre d'abord qui est importante parce qu'elle a lieu en elle-même, mais est-ce qu'elle peut déboucher sur une percée? À Moscou, hier, on a dit, a priori, pas de percée à attendre. Non, moi, je pense qu'il ne faut pas avoir trop d'illusions, puisque nos relations avec les Américains sont vraiment dans une phase très, très, très difficile. Mais si on regarde vers le passé, je me souviens, il y a eu une rencontre déjà à Genève entre le président Reagan et Mikhail Gorbatchev. Alors cette rencontre a donné
le départ à un processus de la détente des relations entre l'Union soviétique à l'époque et les États-Unis. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de vraie percée, mais le fait même que les deux dirigeants de grandes puissances se rencontrent pour la première fois, qu'ils puissent parler librement des sujets qui fâchent, est déjà un facteur positif qui, à mon avis, sans doute, aura une suite favorable pour les relations aussi bien bilatérales qu'internationales. Alors je me tourne vers Laurence Nardon, qui est une grande spécialiste des États-Unis. Quel est l'objectif de Joe Biden, justement, pour cette rencontre Poutine à Genève avec lui? Est-ce que vous attendez beaucoup de cette rencontre et puis plus globalement de cette arrivée de Biden en Europe? C'est un moment très important pour les Européens et pour les États-Unis. On voit qu'il y a de nouvelles alliances qui se constituent et en même temps, il y a un vrai blocage avec la Russie et avec la Chine. Oui, alors ce qui est très important, ce qui est vraiment très intéressant, c'est le positionnement de cette nouvelle administration Biden sur les questions politiques internationales. Parce que si on regarde les promesses de campagne et les premiers gestes de cette nouvelle administration, on voit qu'elle construit sa politique étrangère jusqu'à présent sur des signaux relativement contradictoires. Et c'est là-dessus que je voudrais pointer les choses ce matin. Sans vouloir prédire ce qui va se passer dans les sommets qui, comme vous le dites, sont extrêmement importants et qui ont une part d'imprévisibilité en réalité. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que pour Biden, il y a plusieurs valeurs qui sont en cause dans sa politique étrangère. La première, c'est que il ne revient pas à Obama, c'est pas un retour à la diplomatie traditionnelle, ça je pense que M. Védrine sera d'accord avec moi. Il y a la volonté de se retirer du monde pour se concentrer sur la reconstruction des classes moyennes américaines. Et puis de l'autre côté, il y a une volonté de rester, de renouveler la stature morale des États-Unis. Et donc là, sur les questions de politique et sur les questions d'égalité économique, et là on voit bien que sur ce sujet-là, il y aura beaucoup à dire dans le sommet avec Poutine. Ça va être le retour d'une politique américaine morale, d'une exigence sur les droits de l'homme et sur la démocratie, qui évidemment ne va pas se passer très bien avec Vladimir Poutine. Très bien, alors je me tourne maintenant vers Bernard Spitz. Nous avons la chance de l'avoir en vrai, si j'ose dire. Ce n'est pas un hologramme, il est avec nous ici au siège du MEDEF. Bernard Spitz, on voit quand même que les institutions internationales sont bloquées. La réforme de l'OMC est bloquée, l'OCDE essaye de mettre en place une taxe, un impôt mondial avec l'aide des États-Unis, mais quand même, est-ce qu'on peut sortir de ce blocage enfin, ou est-ce que ça va durer encore quelques années ? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une tendance générale à la décrue du multilatéralisme, mais qui a été particulièrement marquée à l'époque par la présidence Trump. Et on peut dire que c'est un des sujets qui est sur la table aujourd'hui et que la séquence qui s'ouvre, Hubert Védrine disait qu'elle est très importante. Elle est très importante pour le multilatéralisme en général et pour l'Europe en particulier, puisque non seulement on va avoir le G7, mais on va aussi avoir en Europe le G20 à la fin de l'année, et que par conséquent, ça va être l'occasion pour l'Europe, et singulièrement la France qui prend la présidence de l'Union à partir du début de l'année prochaine, de marquer de son empreinte ce match. Parce qu'un pugilat américano-chinois, c'est bien joli, mais il ne faudrait pas que ce soit les Européens qui soient les spectateurs passifs de ce match. Et c'est vrai qu'on a des atouts à jouer. Les Français sont inquiets sur la capacité de l'Europe à bien les jouer, d'où les résultats du sondage. Et ils ont raison, puisque le match n'est pas joué non plus sur la capacité des Européens à mettre en valeur ces atouts. Mais ces atouts, ils sont potentiellement disponibles. Et ce qu'on disait tout à l'heure sur les entreprises montre que c'est effectivement, à travers la recherche, à travers les progrès technologiques, à travers la qualité des produits, le savoir-faire, l'exportation, la capacité qu'on peut avoir, nous Français, à tirer notre épingle du jeu. Et le G7 lui-même, vous en attendez quoi? On se souvient que lors d'un prochain G7, à Biarritz en particulier, on avait évoqué la possibilité d'un Bretton Woods des affaires sociales et environnementales. Est-ce qu'il peut y avoir en Grande-Bretagne une telle percée entre les Occidentaux? Alors, c'est effectivement une idée qui a commencé à germer. Le président de la République l'avait évoqué il y a 2 ans. C'est une façon de répondre aux défis du multilatéralisme aujourd'hui, aux défis qui se posent, de tous ces problèmes qui ne peuvent pas être réglés à l'échelle d'un pays et même d'un continent,
que sont non seulement le climat, mais aussi la montée des inégalités, la question du digital et les questions portant sur les normes. Enfin, il y a une multitude de sujets qui appellent à une réponse nouvelle, originale. Bretton Woods, ça avait été, après la Deuxième Guerre mondiale, l'idée qu'il fallait inventer une nouvelle façon de répondre à ce qui s'était passé, au désastre, et pour éviter que ça se reproduise. Mais ça ne concernait qu'un nombre de pays limité, et c'était autour des questions essentiellement économiques et financières. Est-ce que le moment n'est pas venu aujourd'hui d'aller plus loin? Ce qui est intéressant, c'est que le MEDEF a tout de suite pris, depuis 2011, une position de leadership sur ce sujet, que la plupart des Européens et même des Américains se sont ralliés à cette position, et qu'aujourd'hui, au fond, il y a une espèce d'appel des partenaires sociaux, entreprises et aussi syndicats, à ce qu'il y ait une avancée en ce sens. Et effectivement, le G7 dans un premier temps, le G20 dans un second, pourraient être politiquement ceux qui déclenchent le signal d'une telle volonté. Mais bien évidemment, tout ça, ça suppose qu'il y ait une volonté côté américain, côté soviétique, côté russe, côté chinois, d'aller dans ce sens. On verra donc ce qui se passe en Grande-Bretagne. Le G7 sera marqué évidemment aussi par la tension en Europe avec le détournement d'avions par la Biélorussie au-dessus de son espace aérien d'un Boeing civil. L'Europe entière a été unanime pour protester et très rapidement ça a été une forme d'unité assez spectaculaire et assez inhabituelle, je dirais. Hubert Védrine, justement, est-ce que l'Europe a les moyens d'affirmer sa souveraineté, d'une part, et d'autre part, essayons de dire clairement, est-ce que vous pensez, vous, que l'on est dans une nouvelle guerre froide ou est-ce que vous récusez le terme? Quelle est votre analyse de la situation actuelle? Le mot ne me fait pas peur. Ça commence à ressembler à une guerre froide. À ce moment-là, il faut s'assurer qu'elle reste froide. Vous voyez, bon, du point de vue des Européens, on a toujours la même question, on le sait tous. Comment on passe de la posture déclaratoire à quelque chose de concret et de cohérent? C'est assez facile d'être d'accord contre une sorte de détournement d'avion. Hein. Ce n'est pas compliqué sur le plan des principes. Mais est-ce que les Européens ont la capacité? Ce n'est pas une question de moyens, à mon avis. On a les moyens, c'était bien énuméré dans l'intervention de Jean-Yves Le Drian. On a les moyens, c'est une question de mental. Je ne sais pas si encore maintenant, les Européens sont convaincus du fait qu'ils se résignent au fait que l'Europe doit devenir une sorte de puissance raisonnable, pacifique, pas pacifiste, mais en tout cas pacifique et raisonnable, pour défendre ses intérêts, intelligemment, dans le partenariat avec les alliés américains, plus intelligemment qu'aujourd'hui par rapport à la Russie. On ne peut pas être que dissuasif, il faut également un autre volet. Bon, et par rapport à la Chine, est-ce que les Européens sont prêts à ça? Je voudrais le croire, j'espère beaucoup, depuis longtemps, mais je ne sais pas si ils ont franchi le pas dans leur tête. Et comme les gouvernements dans les démocraties ont une marge de manœuvre très, très, très limitée par rapport aux fluctuations de l'opinion, je ne sais pas. Donc je pense qu'il faut encore avancer un peu. Il faut s'interroger, nous, Français, puisqu'on parle depuis Paris, là, pourquoi les arguments français dans ce sens, notamment, ça sont très convaincus par le président Macron, mais c'était vrai aussi avant, pourquoi les arguments français ont aussi peu de relais, en fait, du côté des autres Européens. Donc il faut prendre cette question peut-être autrement, si on veut que les rendez-vous dont on a parlé, Bernard a eu raison d'ajouter le G20 à la liste que j'ai présentée au début, si on veut qu'il se passe quelque chose de concret, d'intelligent. On ne peut pas être simplement enrôlé par les Américains pour endiguer la Chine. On va simplement répéter les arguments de l'OTAN sur la dissuasion par rapport à la Russie. Même l'OTAN a du mal à concrétiser le deuxième volet de sa politique officielle. On dissuade, mais on négocie quand même, on parle. Bon, il y a quand même tout un phénomène, une sorte d'immobilisme, de verrou du côté mental occidental en général, et une sorte d'inhibition du côté européen, dont je regrette d'avoir à dire ce matin qu'on n'est pas encore tout à fait sûr qu'on puisse aller au-delà. Et il le faudrait. Lorsqu'il était présenté par Bernard comme des opportunités, c'est des défis en même temps. Tous les rendez-vous du mois de juin, c'est des défis. Donc, est-ce que les Européens vont être capables de franchir ce pas? On va le voir très vite. J'ajoute un point, mais je ne veux pas être trop long, mais tout à l'heure, je n'ai pas entièrement répondu à la question est-ce que la Chine a gagné? Je voudrais qu'on regarde ensemble les faiblesses internes de la Chine. Il y en a quand même. D'autre part, le développement des réactions anti-chinoises dans toute une série de pays qui sont impressionnés mais inquiets, d'où la stratégie indo-pacifique, mais est-ce qu'elle peut marcher? Je ne sais pas, est-ce qu'elle est bonne? Et d'autre part, le risque d'une immense erreur
que pourrait faire la Chine à Taïwan, qui entraînerait inévitablement une prévention ou une réaction américaine. Parce que si elle n'avait pas lieu, la garantie américaine ne vaudrait plus rien nulle part dans le monde. Donc c'est impensable pour les Américains. Ils le savent, les Chinois aussi. Donc là, il y a quand même le risque à un moment donné d'un dérapage. C'est le cas, chaque fois que vous avez une puissance énorme, elle est toujours tentée par l'hubris. Donc il y a quand même aussi des faiblesses chinoises indépendamment des incertitudes européennes. Alexandre Orloff, vous avez entendu Hubert Védrine, Taïwan, le nœud gordien de la rivalité américano-chinoise, de ce duel, de ce match, ce pugilat. Est-ce que pour vous aussi, Taïwan, il y a un risque de dérapage? Est-ce que ça inquiète la Russie, cet affrontement entre la Chine et les États-Unis? Bah, écoutez, moi je pense que s'il y a un affrontement entre la Chine et les États-Unis, ça nous inquiète forcément. Forcément. Et je suis d'accord avec Hubert Védrine que Taïwan, de ce point de vue, peut constituer un casus belli entre la Chine et les États-Unis. Moi, je pense que les Chinois sont quand même des gens raisonnables et comprennent bien les conséquences que peuvent avoir cette aventure pour eux. Mais si vous voulez, moi je pense qu'on peut revenir à un débat plus général qui a été lancé par le ministre Jean-Yves Le Drian sur la place de l'Europe dans le monde aujourd'hui, par la première question que vous m'avez posée sur le match entre les États-Unis et la Chine. Moi je pense que dans l'intérêt justement de l'Europe, mais aussi de la Russie, puisque la Russie fait partie de l'Europe, qu'il n'y a pas de guerre froide. Parce que la guerre froide qui malheureusement s'installe de plus en plus entre la Russie et les Occidentaux, va handicaper nous tous, et l'Europe aussi, dans cette compétition générale de puissance économique entre les États-Unis et la Chine. Moi, je pense que c'est vrai qu'il y a un certain immobilisme mental de la part de nos partenaires européens qui ne veulent pas répondre à des avancées qui étaient faites par les Russes pour renouer le dialogue, puisque je crois que la chose qui est la plus importante aujourd'hui, c'est de se parler, Il y a toujours des reproches mutuels, il y a toujours des sujets qui fâchent, c'est normal dans une vie internationale, mais il ne faut pas éviter le dialogue. Mais quand on voit que l'autre partie vraiment ne veut pas vous parler, ça c'est quelque chose d'inquiétant. Et ça m'inquiète beaucoup. Moi, je pense qu'il faut revenir à des temps qu'on a connus récemment, quand il y a eu quand même une coopération, des négociations avec l'Union européenne sur la constitution de 4 espaces communs, quand on a eu vraiment de vrais échanges. Et là, à mon avis, cette politique, aujourd'hui plus que jamais, est dans l'intérêt de tout le monde, avant tout de l'Europe et de la Russie. Alors, vous parlez, monsieur l'ambassadeur, de l'immobilisme mental des Européens, mais on a vu au cours des derniers mois qu'il y a eu des tentatives, notamment de la France, de tendre la main à Poutine pour un dialogue. Ça n'a pas fonctionné. Et puis, on a un durcissement quand même dans la relation. On est maintenant dans une politique de sanctions qui se poursuit. On a des tensions très vives en Ukraine. Il y a la question de la Biélorussie. Comment on fait pour sortir de ce blocage ? Écoutez, moi je pense justement, vous avez parlé des avancées d'Emmanuel Macron qui étaient sans doute très appréciées en Russie, à Moscou, mais ces avancées d'Emmanuel Macron n'ont pas été suivies par ses partenaires européens. Et aujourd'hui, quand la politique étrangère de l'Europe se fait plus à Bruxelles que dans la capitale européenne, ça constitue quand même un handicap très, très important. Moi je pense que les idées qui sont développés par le président Macron sur la souveraineté de l'Europe, d'une indépendance de l'Europe, on a déjà parlé aujourd'hui, ce sont des bonnes idées, ce sont des vraies idées, mais malheureusement, des partenaires de la France ne les partagent pas. Vous avez évoqué d'autres sujets comme l'Ukraine, la Biélorussie et les autres. Chaque cas a sa propre logique, si vous voulez. Pour l'Ukraine, il y a les accords de Minsk, il faut les appliquer, c'est tout. Mais nous voyons que malheureusement, les Ukrainiens ne veulent pas appliquer ces accords qui sont très, très lucides. Tout est écrit là-bas, alors que ce qu'il faut faire pour dégager cette tension qui existe à l'est de l'Ukraine. La Biélorussie, il y a un autre problème. Je crois que
la pire des choses, ce sera l'isolement de la Biélorussie qui va renforcer le pouvoir de Loukachenko. Nous avons connu ça depuis des années à l'Europe de l'Est. Vous vous souvenez très bien que justement cette ouverture, ces contacts après l'acte final d'Helsinki qui ont préparé les changements démocratiques à l'Est de l'Europe. À mon avis, il faut pratiquer la même politique d'ouverture, de dialogue avec les autres pays qui vous inquiètent aujourd'hui. Alors, je reviens quand même sur ce mot, cette expression de guerre froide, pour préciser la pensée russe, si j'ose dire. On considère qu'on est entré dans une guerre froide entre l'Europe et la Russie? Non, écoutez, l'actuelle relation entre l'Europe et la Russie ressemble beaucoup à la guerre froide. Il ne faut pas jouer avec des mots. Vous savez, la guerre froide. Moi, je pense que sur certains sujets, la situation est pire que pendant la guerre froide. Sur certains d'autres sujets, elle est meilleure. Moi, je pense qu'il y a eu quand même, pendant la guerre froide qu'on a connue, il y a eu le respect mutuel. Il y a eu quand même le dialogue. Aujourd'hui, avec les sanctions, surtout les sanctions individuelles, alors on montre qu'on ne veut plus parler. Et ça, c'est pire qu'on a eu pendant la guerre froide. Ça, c'est très inquiétant. Alors, je me tourne maintenant vers Laurence Nardon à nouveau pour envisager comment, du point de vue des Américains, on voit cette volonté européenne de souveraineté au minimum, peut-être même au-delà d'autonomie stratégique. Hein, le mot est fort, autonomie stratégique, ça veut dire autonomie notamment vis-à-vis des Américains. Est-ce que du point de vue de Joe Biden et de son équipe, c'est une ligne rouge, l'autonomie stratégique? Est-ce que l'Europe de la défense est un chiffon rouge ou est-ce que c'est une utopie qui n'inquiète absolument pas les Américains et finalement ils vont revenir à une relation, je dirais, classique avec les Européens? Comment le voit-on là-bas? Alors, je pense, enfin, l'administration Biden ne s'est pas encore exprimée publiquement sur cette question. Moi, je pense qu'il y a un mélange d'appréciation de l'Europe qui est tout à fait sincère de la part de l'équipe Biden aujourd'hui. Hein. C'est Anthony Blinken et Jake Sullivan et les grands responsables sont si vous voulez, europhiles. Et en même temps, il y a une part de cynisme dont il qu'il ne faut pas se cacher, parce qu'ils pensent que l'autonomie stratégique européenne, finalement, ne se mettra pas en route, tout simplement. Et c'est un petit peu, si vous voulez, comme il y a des années, les Anglais qui pensaient que l'Union européenne et l'euro, don't worry, it may never happen, ne vous en faites pas, ça ne va jamais se mettre en route. Et du coup, il y a un attentisme optimiste de leur part qui consiste à ne pas se prononcer là-dessus en attendant que le projet meure de sa belle mort de notre côté. Par ailleurs, il faut bien voir que, enfin là je reviens sur une vision plus optimiste de notre point de vue, il y a quand même la volonté dans l'équipe Biden de promouvoir un bon lien transatlantique, ce qui n'était pas le cas avec Trump auparavant, bien entendu. Oui, Laurence Nardon, on voit que les Américains, enfin Joe Biden, essaie de reconstituer de nouvelles alliances et notamment de retrouver la confiance des Européens. C'est ça l'objectif de sa rencontre à Bruxelles? Oui, bien sûr, il veut arriver en ami et reconstruire une confiance, sachant que de notre point de vue européen, le lien transatlantique, il est aujourd'hui très problématique parce que cette administration nous est amicale. Alors les gens qui voient le verre à moitié vide vont dire « Ah, ben ça va nous empêcher de nous construire entre nous, Européens ». C'est toujours la même chose, il faut avoir une Amérique antipathique pour que nous ayons un effort européen vrai, comme ce qui s'est passé sous Trump. Mais en même temps, cette administration nous est sympathique, mais peut-être que pour les 3 prochaines années. Si vous voulez, le grand risque en Europe, c'est les alternances politiques aux États-Unis qui font que chaque fois qu'un président républicain, comme Trump par exemple, mais Bush fils, rappelez-vous, était un petit peu sur la même ligne pour d'autres raisons, bien entendu, nous ne savons pas pour combien de temps l'Amérique mène la politique qu'elle mène sur l'Europe. C'est-à-dire que tous les 4 ans, il y a des coups de balancier dans ce pays extrêmement polarisé que sont les États-Unis aujourd'hui. Et ça, pour les Européens, c'est un gros problème. La confiance pourra être rétablie, elle le sera certainement. On va chanter les louanges de Biden dans 15 jours.
Mais on sait très bien qu'on ne peut pas compter sur les États-Unis à cause de leurs alternances politiques. Donc ça, c'est un problème. Absolument. Alors, Bernard Spitz, effectivement, on a d'un côté la Russie qui dénonce l'immobilisme mental des Européens, et puis on a une incertitude dans 4 ans, enfin dans 3 ans maintenant aux États-Unis. Trump n'est toujours pas, je dirais, hors du scénario, ou en tout cas ses idées. Alors, comment on doit réagir? Et sur le plan des entreprises, d'ailleurs, qu'est-ce que ça signifie? D'abord, les entreprises n'ont pas exactement, ne gèrent pas la diplomatie politique. Nous sommes au MEDEF dans la diplomatie économique, mais elle est évidemment tributaire de la diplomatie politique. Alors, bon, oui, les alternatives, c'est ça le problème dans la démocratie, je suis d'accord, c'est qu'il y a des incertitudes électorales. Bon, effectivement, tous les 4 ans, aux États-Unis, ça risque de changer. Il y a des pays où ça change moins, c'est sûr. Et là, au moins, on n'a pas d'incertitude. On a peu d'incertitude sur la politique chinoise, c'est vrai. Bon. Mais on pourrait dire la même chose des Européens. Nous avons des élections présidentielles en France l'année prochaine. Il y a des élections en Allemagne en septembre. Il y a eu des événements politiques en Italie. On ne peut pas dire que la face des choses n'est pas changée. Donc il faut vivre avec ça. Et en même temps, il y a des grandes tendances. Il y a des grandes tendances. J'écoutais ce que disait monsieur l'ambassadeur Orlov. Alors bien sûr, nous ne pouvons que partager les appels au dialogue, à la coopération. En même temps, il nous parle d'une Europe un peu comme certains en parlaient au Royaume-Uni il y a quelques décennies, et peut-être en parleront-ils ainsi bientôt, c'est-à-dire d'une Europe séparée. Ce n'est pas une Europe puissance, c'est une Europe des États. On va discuter avec chaque État. Évidemment, et les sondages l'ont montré, on sait très bien que dans ce jeu-là, les Européens n'ont aucune chance de pouvoir peser par rapport aux Américains, par rapport aux Chinois et aux autres. Donc oui, et on peut avoir des amorces de leadership, mais ce qu'il faut, c'est aligner les Européens. C'est difficile, on est nombreux, on a des visions complexes, mais c'est en arrivant à aligner les Européens qu'on arrivera à faire jouer cette Europe puissance. Et on les aligne pourquoi? On les aligne dans le respect d'un certain nombre de principes. Et ces principes, ils ont été violés dans l'affaire du vol en Biélorussie, dans l'affirmation du level playing field, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des règles du jeu équitables dans le commerce international, dans un multilatéralisme qui fonctionne, et on verra d'ailleurs la bonne volonté ou pas des États-Unis dans le cadre de l'OMC d'ici la fin de l'année. Donc, dans aussi la capacité des Européens à mettre en place des instruments pour se faire respecter. Il y a des réflexions qui, j'espère, pourront aller vite, parce que souvent, le problème dans l'Union, c'est la lenteur, en matière de souveraineté, à travers des instruments de coercition pour empêcher que l'Europe soit victime des formes d'extraterritorialité et d'imposition par d'autres de normes qui sont à leur détriment. Donc, on parlait de rapport de force depuis le départ. C'est une situation de rapport de force. Et moi, je ne pense pas qu'on soit dans une situation de guerre froide. Le rideau de fer n'est pas tombé. D'ailleurs, petit détail, le commerce entre la France et la Russie s'est plutôt porté de façon bonne au cours de l'année dernière. Et le rideau de fer n'a pas été relevé. Le rideau de fer n'a pas été relevé. On a même équilibré nos échanges avec la Russie. On a diminué nos achats d'énergie parce que ça, c'était la crise qui l'a entraîné. Et donc, les choses ne s'arrêtent pas, mais on ne peut pas non plus vouloir que l'Europe soit incapable d'agir en tant que telle, c'est-à-dire en tant que première puissance économique mondiale, si on additionne évidemment tous. Si évidemment on regarde pays par pays, ça n'est plus le cas. Alors on ne peut pas ne pas parler de la pandémie, hein, bien sûr, parce que l'Europe a été face au Covid comme l'ensemble du monde. Elle a été très critiquée au début de la gestion de la crise. Aujourd'hui, on voit que sur le plan de la vaccination, elle a rattrapé son retard. Elle recule, la pandémie en Europe, pas dans le reste du monde. Hubert Védrine, quelle est votre vision de l'Europe face à la pandémie? Finalement, une bonne gestion ou finalement les mêmes travers européens, la lenteur, l'absence d'unanimité, la cacophonie? Je pense que c'est trop tôt pour tirer les conclusions de la gestion de la pandémie par les uns et les autres. On n'est pas encore globalement sorti. Il est très important que, disons, en 2022, on analyse la politique de tous les pays et de toutes les institutions pour en tirer les bonnes pratiques sur tous les plans, détection, surveillance, coopération, confinement, déconfinement, vaccins, etc. Parce que les virologues qui ne se sont pas contredits depuis le début, contrairement aux épidémiologistes, nous disent que la surpopulation, l'urbanisation, la déforestation, ça déconfine les virus et qu'il y en aura d'autres. Donc il faut tirer les bonnes pratiques pour réagir mieux tout de suite
Et peut-être qu'avec les vaccins ARN, on est en train de franchir une étape aussi importante pour l'avenir que les antibiotiques, on verra. Donc moi, je me méfie des leçons tirées trop vite. À un moment donné, tout était bien en Allemagne à cause du fédéralisme, ne marchait plus à cause du fédéralisme. L'Asie du Sud-Est, c'était magnifique, puis maintenant, ça redémarre. Bon. Donc c'est trop tôt, en fait. L'Europe, on a fait à l'Europe des reproches injustes parce que ce n'était pas de la compétence de l'Europe sur ce plan. Mais il n'y a pas de mouvement d'opinion en Europe pour que ce soit un commissaire européen qui décide de l'ouverture ou de la fermeture des écoles. Les gens veulent un pouvoir de proximité de plus en plus. En revanche, je pense qu'il y aura une attente moyenne après pour qu'il y ait un minimum de règles en Europe, peut-être des stocks de sécurité, plus de coopération transfrontalière, enfin, des choses, mais pas l'Europe de la santé sur un plan grandiloquent. Je voudrais, si vous permettez, Ulysse, juste réagir sur ce qu'a dit Mme Nardon, qui est très intéressant parce qu'elle souligne à juste titre que la politique étrangère de Biden n'est pas fixée encore. Elle est contradictoire. Je pense qu'il y a des éléments, il y a très peu d'éléments d'Obama, parce que Obama était tellement intelligent et sophistiqué qu'il avait intériorisé, d'une certaine façon, les limites de la puissance américaine. Ce qui était insupportable, on le voit bien dans ses mémoires d'ailleurs, ce qui était insupportable pour les Américains. Du côté Biden-Lincoln, il y a un peu de rhétorique à la Clinton-Albright au début, sur les valeurs, etc. Qui dit valeurs, dit croisade. Bon. Donc, je ne sais pas où ils sont, puisque Biden dit oui, Poutine est un assassin, mais enfin, je vais le rencontrer à Genève, il faut quand même parler avec eux. C'est pas clair tout ça. C'est pas clair, c'est pas décanté. Comme sa priorité, je suis sûr que Mme Nardon est d'accord, c'est le mi-terme en fait. C'est pas l'international, c'est des questions intérieures. Donc je sais pas très bien comment va fonctionner la chimie du mois de juin, d'autant qu'il ne faut pas qu'on oublie nous, mais c'est vrai aussi pour la question, l'avenir la gestion des questions pandémiques. Hein. Le multilatéralisme, c'est un cadre et une méthode, mais ce n'est pas une religion, ce n'est pas une idéologie. Et du côté européen, il y a une espèce de naïveté sur le multilatéralisme. Donc les Américains sont revenus dans le multilatéralisme pour exercer leur leadership. Et c'est le cadre le plus favorable pour leur leadership. Donc ça nous renvoie à la question européenne, que ce soit sur la pandémie ou le reste, quelles sont les idées européennes dans cette dialectique-là. Et on revient tous à cette question. Mais je ne sais pas si jusqu'où les Américains vont nous aider. C'est vrai, alors peut-être que, comme l'a dit Mme Nardon ici, les affirmations, les discours français, ça ne les gêne pas parce qu'ils n'y croient pas, en fait. Mais nous, c'est une sorte de poker menteur. Il faut qu'on arrive à convaincre les Européens que c'est pour vrai, pour de vrai, vous voyez. Il faut y aller plus. Alors, il faudrait obtenir l'acquiescement des Américains, en tout cas la non-hostilité. De ça, c'est pas acquis, hein, ça se joue après, maintenant. Alors, c'est vrai que tout n'est pas écrit, mais pour la pandémie, on a vu quand même que l'Europe a été obligée, finalement, de se saisir de ces questions de santé. Elle a pris conscience vraiment de ses dépendances et la nécessité de revenir à une autonomie, notamment en matière de fabrication de médicaments. Du côté russe, on avait été surpris par l'annonce de Vladimir Poutine du vaccin Sputnik V, mais il y a toujours une vraie méfiance. On voit que ce vaccin n'a toujours pas été homologué par l'Agence européenne du médicament. Vladimir Poutine a tenté d'en faire une arme géopolitique. Quel regard vous portez-vous, Alexandre Orlov, sur la gestion de la pandémie dans le monde ? Bah, écoutez, dans le monde, je crois que la pandémie a pris tout le monde un peu au dépourvu quand même. Et alors, on a vu que les États ont réagi d'une façon différente. Moi, je dirais que la Russie s'est tirée plutôt bien de la pandémie, puisque, comme vous dites, nous avons été les premiers à élaborer et à enregistrer le vaccin contre Covid Sputnik V. D'ailleurs, c'est un très très bon vaccin. Moi-même, j'ai été vacciné par ce vaccin. Je peux vous dire que j'ai eu aucun souci, mais vraiment, c'est une publicité pour ce vaccin. Alors, c'était pas une surprise. Moi, je pense que si la Russie s'est bien tirée de la crise de la pandémie, c'est que nous avons eu cette école soviétique qui a été quand même très forte pour tout ce qui concerne les infections, les vaccins, etc. Puis alors, le pays s'est mobilisé très vite. Vous savez que en quelques semaines, nous avons multiplié le nombre de lits d'hôpitaux par 5. Il n'y avait pas de problème pour les lits d'hôpitaux pour tous les malades. Puis alors, sur le plan économique, je dirais que les dégâts étaient vraiment minimum. Notre produit intérieur brut a chuté seulement de 3%. Non, je crois que la Russie s'est bien tirée, mais il y a quand même quelques enseignements que je voudrais tirer de cette pandémie. Ce ne sera pas la dernière, malheureusement, et il faut
faire accent sur la coopération internationale dans le domaine. Il y a forcément des pays qui sont plus avancés que les autres sur les problèmes médicaux, qui ont plus de chercheurs, comme la Russie par exemple. Et nous avons d'ailleurs, dès le mois de septembre dernier, Vladimir Poutine a proposé à Emmanuel Macron de fabriquer notre vaccin Sputnik V en France, à l'Institut Pasteur. Malheureusement, cette offre n'a pas été acceptée. Et si vous dites que notre vaccin n'est pas toujours homologué, moi je pense qu'il y a tout simplement, malheureusement, des jeux politiques qui sont derrière. Et ça, c'est très regrettable puisque notre vaccin est déjà utilisé dans plus de 60 pays du monde avec de très très bons résultats. Alors moi, je pense qu'il faut vraiment tirer des leçons de cette pandémie pour ne pas refaire les mêmes erreurs dans l'avenir. Merci Alexandre Orloff. On arrive au bout de cette table ronde. On va vraiment, quelques questions très rapides, en terminer avec ce débat. Laurence Nardon, sur la pandémie, qui a vaincu le virus aux États-Unis grâce au vaccin? C'est Trump ou c'est Biden? Trump a vraiment lancé les recherches, mais et Biden en gagne le prix aujourd'hui. Ceci dit, vous savez, aux États-Unis, c'est souvent c'est toujours le secteur privé qui est en pointe. C'est pas au MEDEF que je vais apprendre ça pour engager des dépenses de recherche. Le pouvoir fédéral, jusqu'à présent, enfin dans cette vague réganienne que nous connaissons depuis les années 80, le pouvoir fédéral est un peu en retrait. Mais justement, avec Biden, ça va peut-être changer. Mais c'est le sujet d'une autre discussion. Et vous, Bernard Spitz, quel regard vous portez sur cette campagne de vaccination à l'échelle européenne? On s'en sort plutôt bien ou pas? Comme l'a dit Hubert Védrine, c'est trop tôt pour juger. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est parti tard, vraiment, avec beaucoup de retard, avec une peur que les vaccins pourraient ne pas correspondre et que donc on pourrait risquer des risques juridiques, etc. Enfin, on a été très très lent et les choses maintenant se mettent en place. Donc voilà. Après, qui a gagné? Comme le disait à l'instant Mme Nardon, le privé, la capacité d'initiative qui a permis de mettre en place quand même ces vaccins dans des délais records. Aux États-Unis, il y a un système qui s'appelle BARDA, qui est un système de financement de la recherche à très haut niveau, qui a montré sa capacité à développer très vite les réponses. En Europe, on a vu que ça s'est fait de façon plus éclatée, mais je rejoins tous ceux qui ont dit qu'on a là, effectivement, il y aura d'autres cas de ce type. C'est d'ailleurs pour ça qu'une question de type nouveau Bretton Woods devrait aborder aussi ces questions sanitaires qui se posent une question tout à fait différente. C'est un mélange complexe parce que c'est à la fois de la proximité, comme le disait Hubert Védrine, on ne veut pas de politique de santé imposée de Bruxelles. En même temps, on voit bien que, et là aussi ce que disait M. Orloff, une coopération internationale est forcément bienvenue. On aura besoin ensemble de répondre à d'autres défis sanitaires dans l'avenir. Alors Hubert Védrine, je vais vous laisser le mot de la fin. En revenant à la question initiale sur finalement cette Europe puissance, cette autonomie stratégique, est-ce que vous pensez que cette troisième voie est possible ou bien est-ce que le chemin sera long? Et est-ce que finalement, on voit d'ailleurs la politique d'Angela Merkel à l'égard des États-Unis qui est toujours plus soft, si j'ose dire, que celle notamment de la France. Est-ce que finalement, on va retrouver un alignement des Européens sur l'Amérique de Joe Biden ou est-ce qu'une troisième voie est possible? Écoutez, je le souhaite énormément, comme beaucoup d'entre vous, depuis longtemps. Donc c'est le moment ou jamais, quoi. On a à nouveau des Américains avec lesquels on peut parler normalement. Il y a les enjeux mondiaux. Donc il faut que les Européens, peut-être à travers les bonnes pratiques à retirer de l'affaire de la pandémie, peut-être que l'Europe peut être précisément le moteur actif de la proposition sur ces bonnes pratiques, pour les généraliser, pour donner un contenu concret au multilatéralisme, que ce ne soit pas simplement un slogan, pour donner un sens à l'OMS. Si les Européens sont moteurs de ça, on peut faire avancer les choses. Si on prend les choses en Europe, on le voit bien, c'est pour ça que je rappelais la non-réponse des Européens aux propositions permanentes de la France sur l'Europe puissance. Les Européens sont mal à l'aise avec ça. Si on est sur un terrain où c'est tout à fait évident qu'il faut progresser, qu'il faut réduire les dépendances abusives, non pas devenir autonome, ça n'existe pas dans le monde actuel. Donc il y a une occasion pour les Européens de s'avancer en 2022, d'enclencher quelque chose, un multilatéralisme concret qui permettrait d'avoir des relations beaucoup plus substantielles avec la Russie, même si nous allons rester vigilants,
des relations différentes avec la Chine qui ne soient pas que de l'endigment, même s'il faut marier les deux. Donc, je reviens au fil européen par rapport à ça. C'est un fil à tirer. Je ne considère pas que ce soit fait d'avance, vous voyez. Ce n'est pas acquis, on l'a dit tous les uns et les autres. Il y a une séquence en juin qui est déterminante. On va voir si c'est vrai. Et je serais très heureux que tout ce qu'a dit Jean-Yves Le Drian de façon un peu optimiste soit vrai. Mais il faut concrétiser avec les autres Européens. Je ne sais pas juste d'un mot, vous savez, d'un mot, Angela Merkel va quitter le pouvoir cet automne. Après, c'est l'inconnu. On parle peut-être de l'arrivée à la chancellerie d'une verte, si j'ose dire. Est-ce que ça induit un facteur de déstabilisation en Europe, ou en tout cas de difficultés politiques en Europe? Non, mais ce n'est pas comme si les Européens avaient des positions géostratégiques très claires. Il n'y a jamais eu la géostratégie ni la puissance dans l'ADN de l'Europe, en réalité. N'oubliez pas qu'elle a été construite sous l'abri du plan Marshall et sous l'abri de l'Alliance depuis le début. Donc, ce n'est pas tellement pire qu'avant. Est-ce que ça facilite une prise de conscience des Européens pour qu'ils se résignent enfin à ce qu'il y ait une Europe puissance au bon sens du terme, une puissance raisonnable, pacifique, etc. Peut-être, on n'en sait rien, ce n'est pas totalement l'inconnu. Il y a 2-3 hypothèses concernant l'Allemagne, mais c'est encore l'Allemagne. Mais ça nous renvoie au fait qu'on fait des propositions sans arrêt, nous Français, sur une Europe puissance dont on pense que c'est intelligent et raisonnable, et ça n'embraye pas sur les autres Européens. Donc c'est pas tellement pire qu'avant, puisque ça n'a pas marché avant. Donc je suis pour être très, très déterminé, très, très persévérant, très imaginatif, pas déclaratoire, pas grandiloquent. Si on a besoin, nous Français, d'avoir une approche un peu repensée de nos partenaires européens pour les bouger. Et à ce moment-là, peut-être que l'administration Biden diront, au fond, pourquoi pas, c'est pas contradictoire avec nos intérêts. Vous voyez, il y a tout un jeu à mener qui n'est pas impossible, mais qui n'est pas gagné d'avance. Excusez-moi de me répéter. Très bien. On est effectivement dans l'entre-deux, comme vous le disiez. Je voudrais remercier tous les participants à cette table ronde. Ça a été un échange extrêmement intéressant. Restez avec nous, car dans quelques instants, nous allons avoir une conversation en direct de Pékin avec André Cheng pour évidemment revoir cet inconnu sur cette relation entre la Chine et l'Europe et les États-Unis. Et puis ensuite, tout au long de la matinée, de nouveaux débats sur la nouvelle guerre des mondes. Je vous retrouve dans quelques instants.